Le 7 décembre 1978, le MS München, un navire allemand de transport de conteneurs, a quitté le port de Bremerhaven à destination de Savannah en Géorgie. Il s'agissait de son 62e voyage à travers l'Atlantique Nord, une routine pour l'équipage à bord. Cependant, tragiquement, il n'est jamais arrivé à destination et n'a jamais été revu. Quelque chose a emporté ce navire, quelque chose d'énorme, de mortel. Quelque chose que l'on croyait autrefois ne se produire qu'une fois tous les 10 000 ans, et, horriblement, quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Pour replacer les choses dans leur contexte, le MS München était un immense navire de 260 mètres de long qui transportait 83 conteneurs appelés barges, ainsi que 28 membres d'équipage expérimentés. À sa vitesse maximale de 18 nœuds, le voyage entre l'Allemagne et l'Amérique représentait un peu moins de 5000 milles marins et devait durer environ 11 jours en mer. Cependant, une violente tempête faisait rage sur l'océan depuis novembre, mais les vagues et les vents violents n'étaient pas de taille face aux capacités de flottabilité exceptionnelles du München, qui poursuivit donc sa route. Soudain, à 3 heures du matin le 12 décembre, le navire envoya un appel de détresse. Envoyé en morse, seuls des fragments de l'appel furent reçus par les navires environnants. Mais avant qu'ils ne puissent répondre, le München se tut. Craignant les pires, les opérations de sauvetage commencèrent immédiatement. De temps à autre, des bribes de messages automatisés et appels provenant du navire étaient reçus. L'espoir était toujours là. Malgré les vents violents et les conditions difficiles, les recherches se poursuivirent. Plus de 100 navires et 16 avions ratissèrent jour et nuit la zone autour des dernières coordonnées connues du navire, jusqu'à ce que finalement, le 14 décembre, ils trouvent quelque chose. Un radeau de sauvetage près de l'endroit où le München avait envoyé son premier appel de détresse. Mais il était vide. Chose effrayante, les radeaux de sauvetage du München, qui avaient été fixés au navire à 20 mètres au-dessus de l'eau, ne semblaient pas avoir été descendus par l'équipage, et ils avaient été arrachés de la poupe du navire par une force terrifiante et projetés dans l'océan. Selon les archives de l'époque, aucune vague dans l'histoire n'était assez grande ou puissante pour avoir causé cela. Pas un navire aussi grand et résistant que le München. C'était presque comme si une sorte de monstre marin s'était élevé et l'avait arraché. Au fil des jours, d'autres radeaux de sauvetage endommagés et 3 barges appartenant au München ont été découverts dans l'eau. Tous étaient vides. Le 20 décembre, après que le dernier espoir se soit éteint, les recherches furent abandonnées. Le MS München et ses 28 membres d'équipage furent considérés comme perdus en mer, ou victimes de ce qui se cachait dans les vagues. Les chercheurs et les océanographes restèrent perplexes et effrayés quant à la cause de cet événement. Mais les vieux marins et les navigateurs expérimentés savaient trop bien de quoi il s'agissait. Depuis des siècles, ils échangeaient des récits et transmettaient des rumeurs sur des événements en mer qui défiaient la science et la croyance. Et même si très peu de gens y croyaient vraiment, les anciens récits de vagues gigantesques de plus de 30 mètres de haut, qui s'élevaient dans l'océan et engloutissaient des navires entiers, semblaient soudainement être plus vrais que nature. Pourtant, les scientifiques restaient sceptiques. L'idée de vagues géantes de plusieurs dizaines de mètres de haut déferlant sur l'océan semblait insensée. Et sans aucune donnée, ils la rejetaient comme une absurdité. Mais au tournant du XXe siècle, les navires à double coque en acier firent leur apparition, remplaçant leurs prédécesseurs en bois. Grâce à une grande intégrité structurelle, des navires qui auraient autrement coulé commencèrent à revenir de la mer avec des dommages incroyables. Les survivants décrivent des visions cauchemardesques de vagues géantes, apparaissant de manière aléatoire dans l'océan et s'écrasant sur eux avec une telle force que d'énormes morceaux de leur coque furent facilement arrachés. Pourtant, les scientifiques ont nié l'existence de vagues aussi mortelles. Mais pourquoi étaient-ils si catégoriques sur le fait que les vagues ne pouvaient atteindre qu'une certaine hauteur ? Eh bien, c'est parce que l'eau ne se déplace pas réellement sous forme de vagues, mais plutôt que l'énergie se déplace sous forme de vagues. Vous pensez peut-être que je vous induis en erreur, car nous avons tous déjà vu des vagues s'écraser sur le rivage. Mais avez-vous déjà observé un bateau ou une bouée flotter dans l'océan ? Ils montent et descendent selon un mouvement de va-et-vient. Ce n'est pas l'eau de l'océan qui se déplace d'elle-même, mais plutôt des vagues d'énergie qui se propagent dans l'eau et la déplacent à la surface. En effet, l'eau reste immobile, tandis que les vagues d'énergie se propagent dans l'eau selon un mouvement circulaire provoquant cet effet de vague à la surface. L'énergie est transférée à l'océan par le frottement causé par le vent qui souffle à la surface, ainsi que par l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune sur la Terre. Cette énergie se propage dans l'eau sous forme de vagues jusqu'à ce qu'elle soit finalement brisée par un obstacle ou qu'elle s'écrase sur le rivage.
Pour être plus précis, les scientifiques pensaient à l'origine que ces vagues d'énergie étaient des vagues linéaires. Les musiciens parmi vous reconnaîtront peut-être ces ondes comme des ondes harmoniques, dont la hauteur de la crête est égale à la profondeur du creux. La taille de ces ondes peut être calculée de manière prévisible à l'aide de quelques calculs mathématiques simples. Les scientifiques pensaient donc que la base de leurs calculs, que des vagues océaniques ne pouvaient atteindre qu'une hauteur maximale de 9 mètres. Toute vague plus grande que cela était considérée comme impossible, jusqu'à un événement survenu le jour de l'an 1995, jour qui a tout changé. Alors que le reste du monde soignait sa gueule de bois ce matin-là, l'équipage de la plateforme pétrolière Draupner tentait de rester debout dans les eaux agitées et turbulentes de la mer du Nord norvégienne. Une étendue d'eau relativement peu profonde qui ne dépasse pas les 100 mètres alors que l'océan Pacifique atteint plus de 10 km de profondeur. En raison de sa faible profondeur, la mer du Nord est agitée et violente. C'est en raison de cette nature turbulente de la mer du Nord que les structures telles que les plateformes pétrolières doivent être ancrées au sol pour éviter qu'elles ne soient emportées. Ces installations exploitent les riches réserves de pétrole brut et de gaz naturel qui se trouvent là, sous la croûte terrestre. Pour survivre dans cette zone maritime difficile, la plateforme Draupner était équipée d'un laser pointant vers le bas afin de surveiller l'état de la mer environnante. L'équipage était loin de se douter que cet appareil allait bientôt faire une découverte surprenante. Car ce jour-là, le laser de la plateforme a mesuré une vague gigantesque de 26 mètres s'élevant au-dessus de l'océan. Enfin, la preuve irréfutable d'une vague scélérate avait été capturée. Non seulement elle dépassait de loin toutes les estimations scientifiques de la hauteur maximale d'une vague, mais elle était également plus de 2 fois plus grande que les autres vagues entourant la plateforme qui n'atteignaient que 11 mètres. Cela correspondait à la définition classique d'une vague scélérate, c'est-à-dire une vague au moins 2 fois plus haute que les vagues environnantes dans cette partie de la mer. Cette vague monstrueuse a été baptisée vague Draupner et reste la plus haute vague scélérate jamais mesurée. Il était enfin établi sans aucun doute que les vagues scélérates existaient bel et bien, comme si l'océan n'était pas déjà suffisamment effrayant. Maintenant que ce mythe maritime s'est avéré être une réalité, les chercheurs ont réexaminé les rapports sur les navires qui avaient disparu dans des circonstances inexplicables, comme le MS München. Ils ont depuis déterminé que les vagues scélérates ont probablement causé la perte de 22 superpétroliers, endommagé d'innombrables autres navires et coûté la vie à plus de 500 personnes rien que dans la seconde moitié du XXe siècle. Cela dit, le nombre de vies emportées par les vagues scélérates au cours des derniers siècles est inconnu, mais on estime qu'il s'élève à plusieurs milliers. Cependant, même si l'existence des vagues scélérates avait été prouvée, les scientifiques continuaient de croire qu'elles étaient rares, en raison de leur taille impressionnante et de la quantité d'énergie nécessaire pour les créer. Certains océanographes et ingénieurs en mécanique estimaient qu'elles ne se produisaient qu'une fois tous les 10 000 ans. Ouf, je peux enfin réserver mes vacances en croisière. Mais il s'avère que cette estimation était incroyablement optimiste. En effet, un groupe de chercheurs scientifiques dédiés à l'étude des vagues scélérates connu sous le nom de MaxWave a étudié 30 000 photos satellites prises dans le monde entier par l'Agence spatiale européenne en 2001. Ils ont découvert qu'en seulement 3 semaines, plus de 10 vagues scélérates s'étaient formées dans l'océan. Et ce ne sont que celles qu'ils ont pu repérer. Oui, on peut dire que c'est effroyablement régulier. Dans ce cas, je vais probablement renoncer à cette croisière, surtout compte tenu de ce qui est arrivé au Norwegian Dawn. Ce paquebot de 3 ans transportait plus de 2200 passagers lors d'une croisière aux Bahamas en 2005, lorsqu'une vague scélérate s'est abattue sur le côté du navire. La vague a atteint le 10e pont de l'énorme navire, brisant 2 fenêtres, inondant 62 cabines et blessant 4 personnes. Selon certaines estimations, la vague aurait atteint plus de 21 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 7 étages. Si je voyais une vague aussi grande s'approcher du navire sur lequel je me trouve, je pense que je préviendrais les passagers, si vous comprenez ce que je veux dire. Par ailleurs, le long de la côte sud-est de l'Afrique du Sud, réputée pour être dangereuse, les vagues scélérates géantes sont surnommées de manière inquiétante « trous dans l'océan ». Il peut sembler étrange d'appeler une vague un trou, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que les navires pris dans le sillage de ces vagues disparaissent littéralement, comme s'ils avaient été engloutis par un trou. En 1992, on estimait qu'entre 80 et 100 navires avaient fait naufrage dans cette seule région, où des vagues de 9 mètres surgissaient de nulle part, entraînant les petits navires vers le fond. Cependant, ce n'est pas le seul endroit où cela se produit. À Sydney, en Australie, en 2017, les matelots à bord du Manly Ferry ont capturé des images saisissantes de vagues géantes s'écrasant contre la poupe du ferry, le projetant dans toutes les directions.
La houle était si forte que les navires ont été brièvement engloutis par les vagues. Cependant, les Mannliferries sont connus pour résister aux intempéries, et très peu d'entre eux sont annulés à cause du mauvais temps. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de tous ceux qui naviguent au large des côtes sud-africaines. Et comme si cela ne suffisait pas, les vagues scélérates peuvent également prendre la forme de véritables murs d'eau. Un exemple célèbre s'est produit à Daytona Beach en Floride en 1991, lorsqu'une vague scélérate géante de quelques 5,5 mètres de haut et 43 km de long a traversé la mer Calme et s'est écrasée sur le rivage. Cette vague scélérate a transformé 100 voitures garées près de la plage en sous-marins, et les premiers rapports ont fait état de 75 personnes traitées pour blessures légères. Cependant, les bouées de collecte de données situées près du Cap Canaveral n'avaient rien détecté. Certaines personnes ont suggéré qu'elles avaient été causées par un tsunami, mais aucune activité sismique correspondante n'a été identifiée. Peut-être un glissement de terrain sous-marin déplaçant une grande quantité d'eau d'un seul coup, ou encore l'impact d'une météorite provoquant une onde de choc importante. Cela semblait plausible, mais aucune activité ne veuillait étayer ces hypothèses. Et plus curieux encore, rien de tel ne s'est produit ici depuis. La cause profonde reste toujours un mystère à ce jour. Ces récits me rendent nerveux, mais pas autant que de voir une vague scélérate en action, comme celle-ci. Die boven. Nou, dan gaat hij erin. Nee, pak het. Oh, hoe kan ik dit? Het is echt onvoorstelbaar. Filmé en 2008, le MV Metsaborg traversait l'Atlantique Nord lorsqu'il a été frappé par une vague d'environ 30 mètres de haut. Étant donné que le navire mesurait 134 mètres de long, mais seulement 17 mètres de large, si cette vague avait été beaucoup plus haute et avait frappé sous un angle légèrement différent, elle aurait pu le renverser. Mais comment des vagues scélérates comme celle-ci se forment-elles dans l'océan? Eh bien, la réponse à cette question est « personne ne le sait ». Leur imprévisibilité les rend extrêmement difficiles à étudier. Elles se produisent également principalement en pleine mer, qui est l'une des zones les plus reculées et inaccessibles de la planète. Sur la base de ce que les scientifiques savent, ils ont donc élaboré deux théories. La première est la plus simple. Elle part du constat que les vagues se déplacent à des vitesses différentes. Parfois, les crêtes de ces vagues peuvent se chevaucher, combinant leur énergie et donnant naissance à des vagues scélérates 2 fois plus grandes que toutes les autres vagues. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'addition linéaire des vagues. L'autre théorie, connue sous le nom de théorie de la focalisation non linéaire, repose sur l'idée que lorsque les vagues interagissent, elles peuvent effectivement se voler leur énergie les unes les autres. Si plusieurs vagues transfèrent leur énergie à une seule vague, celle-ci peut alors s'amplifier pour former une gigantesque montagne d'eau. À ce stade, vous pensez peut-être que les vagues scélérates sont similaires aux tsunamis. Après tout, ces deux types de vagues sont massifs, rapides et incroyablement destructeurs. Cependant, il existe une différence notable, car les vagues scélérates se produisent de manière aléatoire dans l'océan, tandis que les tsunamis sont le résultat direct de collisions tectoniques dans la croûte terrestre qui déplacent l'océan au-dessus. Les tsunamis peuvent être prédits avec précision. En revanche, les vagues scélérates peuvent apparaître soudainement, même par une mer calme. Cependant, avant de renoncer définitivement au surf, soyez patient, car les scientifiques travaillent actuellement sur un dispositif permettant de prévoir les vagues scélérates. La National Oceanic and Atmospheric Administration développe un système capable de prévoir toutes les heures les zones potentiellement dangereuses de l'océan à l'aide d'un programme judicieusement baptisé WaveWatch 3. La dernière version, sortie en 2019, utilise une formule de probabilité pour prévoir les conditions extrêmes de l'océan à un endroit et un moment précis. Il s'agit d'un outil qui peut sauver des vies et aider les marins à éviter les mers imprévisibles et dangereuses. Cependant, les vagues scélérates peuvent se former en moins de 10 à 15 secondes dans une mer agitée. Cela signifie que les vagues scélérates peuvent se former plus rapidement que le programme WaveWatch ne peut les prévoir. Les navires ne sont donc pas encore à l'abri des attaques aléatoires de vagues scélérates. Afin de prédire avec succès une vague scélérate, les scientifiques devraient inventer un système radar capable de mesurer en continu les vagues à proximité du bateau. Ces données devraient être saisies dans un modèle informatique capable de prédire la formation de vagues au cours des prochaines minutes afin de donner l'alerte en cas d'arrivée de vagues scélérates. Cependant, cette technologie n'a pas encore été créée et j'espère sincèrement que les scientifiques commenceront à y travailler dès que possible car je souhaite vraiment faire cette croisière. Les vagues scélérates ne sont pas les seules formations de vagues exceptionnelles qui existent, mais avant de nous aventurer dans ces eaux agitées, pourquoi ne pas cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous? C'est fait? Parfait!
Maintenant, pagayons un peu plus loin et découvrons quelles autres vagues incroyables existent. 3 avertissements et vous êtes éliminés. La frontière canado-américaine s'étend sur 8892 km à travers l'Amérique du Nord, et Ryan Reynolds n'est pas le seul à avoir la double nationalité ici. Le Canada et les États-Unis se partagent également la propriété du lac Supérieur, le plus grand lac d'eau douce au monde. Et il surpasse tous les autres lacs, s'étendant sur 563 km d'est en ouest et 257 km du nord au sud. Il est situé dans la province canadienne de l'Ontario et s'étend sur 3 États américains, le Minnesota, le Michigan et le Wisconsin. Mais vu sa taille, il est plus approprié de considérer le lac Supérieur comme une mer intérieure. En effet, cette étendue d'eau géante est si grande qu'elle génère ses propres conditions météorologiques. Pendant l'été, le vent souffle à la surface, créant une brise fraîche sur la région. Mais en hiver, le lac libère dans l'atmosphère l'énergie thermique qu'il a absorbée pendant la chaleur estivale, créant un effet isolant d'air chaud dans le bassin du lac. Cette accumulation d'air chaud alimente alors de violentes tempêtes hivernales. Et ces tempêtes peuvent générer des vagues aussi hautes que des maisons. Par exemple, en 2018, une tempête hivernale avec des vents de 138 km/h a provoqué des vagues de 7,6 mètres qui se sont abattues sur les côtes du lac. Cependant, le lac Supérieur recèle quelque chose d'encore plus effrayant que les tempêtes hivernales, car il est également le théâtre d'un phénomène de vagues unique, connu sous le nom de 3 sœurs. Contrairement à la fratrie Olsen, il s'agit d'un trio mortel que vous ne souhaitez jamais rencontrer. En effet, il s'agit d'une formation de 3 vagues scélérates gigantesques qui se succèdent les unes les autres et auxquelles il est presque impossible d'échapper. Comme les 3 sœurs se succèdent de très près, si un navire est frappé par la première vague, il est incapable de se redresser et se débarrasser de l'excès d'eau avant d'être frappé à nouveau, encore et encore. Ce triple barrage peut faire rouler le navire de manière dangereuse et aurait causé de nombreux naufrages, comme dans le cas de l'Edmund Fitzgerald. Le Fitzgerald était un laquier de 223 mètres de long, conçu pour traverser de grandes étendues d'eau telles que le lac Supérieur. Cependant, le 10 novembre 1975, après avoir quitté le Wisconsin, le navire a été pris dans une tempête, une violente tempête, qui plus est. Des vents de la force d'un ouragan soufflant à environ 100 km/h ont agité la surface du lac. Des vagues atteignant 3 mètres de haut ont été signalées lorsque soudainement, le Fitzgerald a été frappé par les 3 sœurs. Des vagues scélérates imposantes mesurant entre 9 et 10 mètres de haut. Incapable de s'éloigner à temps, le Fitzgerald a chaviré et a coulé, entraînant tragiquement avec lui les 29 membres d'équipage. On ignore encore ce qui provoque exactement la formation des vagues 3 sœurs. On suppose toutefois qu'elles résultent de l'énergie des vagues qui rebondissent sur les bancs de sable ou les falaises sous-marines, créant ainsi un motif qui entraîne la formation d'un trio de vagues scélérates à la surface. Heureusement, le lac Supérieur a une profondeur moyenne de seulement 147 mètres, ce qui signifie que les vagues des 3 sœurs ont une taille limitée, plafonnant à environ 9 à 12 mètres. Cela correspond tout de même à la hauteur d'un immeuble de 4 étages, mais c'est relativement peu si on considère que les vagues scélérates dans l'océan peuvent atteindre plus de 30 mètres. Tout bien considéré, préfériez-vous affronter un mur d'eau de 30 mètres ou la triple menace des 3 sœurs? Rien que de poser cette question, j'ai envie de mettre mes brassards. La plage disparue. Il n'y a rien de plus excitant qu'une excursion à la plage. Nager, bronzer, construire des châteaux de sable, il y a autant à faire. Mais vous est-il déjà arrivé d'arriver à la plage et de constater que tout le sable avait disparu? Je sais que ça peut sembler hypothétique, mais je suis tout à fait sérieux. Partons dans le monde, des plages de sable réputées ont disparu du jour au lendemain, ne laissant derrière elles que des galets et des rochers. C'est pas vraiment un endroit confortable pour prendre un bon bain de soleil, à moins d'être un masochiste invétéré. Mais comment une plage entière a-t-elle pu disparaître en quelques heures? Cet événement étrange s'est produit sur l'île d'Achille, au large de la côte ouest de l'Irlande. La plage de Douag, une étendue de sable de 200 mètres, a soudainement disparu après le passage d'une tempête hivernale dans la région en 1984. Pour comprendre comment une plage entière peut être emportée, nous devons d'abord examiner comment les plages se forment. Les plages sont généralement constituées de sable, de fines particules minérales provenant en grande partie des roches qui ont été broyées et brassées par l'océan, tel un grand mixeur bleu. Ces sédiments meubles s'accumulent dans la mer, puis les marées les déposent sur le substrat rocheux le long du littoral. Les couches de sédiments s'accumulent, sculptées par les vagues déferlantes, jusqu'à former une grande plage de sable prête à accueillir les touristes. Mais tout comme l'océan crée nos plages, il peut aussi facilement les emporter. Les marées qui s'écrasent sur le rivage exercent des forces intenses, qui peuvent liquider les particules de sable et même éclater des morceaux de roche. Une seule vague peut facilement emporter les sédiments meubles et user le substrat rocheux, dans un processus appelé érosion côtière.
Et lors d'une tempête, tous ces processus d'érosion sont amplifiés. Les vents violents peuvent créer des vagues surpuissantes qui dispersent les plages et emportent des tonnes de sable. C'est exactement ce qu'il s'est produit à Douag en 1984, lorsque les violentes tempêtes hivernales ont tellement agité l'océan qu'elles ont balayé le littoral et emporté toute la plage, et il ne restait plus que les rochers. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que 34 ans plus tard, la plage a soudainement réapparu. Une marée exceptionnelle autour de Pâques de 2017 a déversé des centaines de tonnes de sable sur le rivage, restaurant la plage. Les touristes ont afflué dans la région, désireux de voir par eux-mêmes la plage Houdini. Et 79 nouveaux emplois ont été créés pour répondre à l'augmentation de 70% du nombre de visiteurs sur l'île. Cependant, il s'est avéré que l'océan ne faisait que jouer avec l'île d'Achille, car en 2019, la plage a de nouveau été emportée. La farce de Poséidon a paralysé l'industrie touristique d'Achille et a mis les habitants dans une situation difficile. Alors, avant de réserver vos prochaines vacances, vérifiez bien que les plages sont toujours là. Des vagues dans les vagues. Et si les plus grandes vagues du monde étaient celles que vous ne pouviez pas voir? Ça ressemble à un slogan d'inspiration pour un post Instagram, non? Eh bien, un peu comme un hashtag vivre, rire, aimer. Cependant, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas destiné aux influenceurs, mais aux physiciens. Les vagues internes font partie des plus grandes vagues de l'océan, mais elles sont totalement invisibles à l'œil nu. En effet, elles se forment sous la surface de l'océan. Vous pensez peut-être que l'océan n'est qu'une immense piscine pour les baleines, mais il est en réalité constitué de différentes couches, un peu comme un gâteau. Un gâteau très humide. La couche supérieure de l'eau est plus chaude et moins salée, et plus on descend, plus les couches deviennent denses et saturées en sel, car l'eau plus froide coule vers le fond. Et entre ces couches de l'océan, des vagues peuvent se former. Ces vagues internes peuvent atteindre une taille allant de 9 mètres à 168 mètres de haut. Ces vagues gigantesques de 150 mètres sont générées dans le détroit de Luzon, en mer de Chine méridionale. Cependant, à la surface, tout ce que vous pouvez détecter, ce sont de subtiles bandes alternées d'eau agitée et d'eau calme. Enfin, nous avons trouvé des vagues géantes qui ne transformeront pas les navires en une réplique du Titanic. Ces vagues internes sont créées lorsque l'eau se déplaçant dans une couche rencontre un obstacle, tel qu'une crête ou un récif sous-marin. Cela déplace l'eau et crée une vague interne qui passe entre les couches océaniques. L'existence des vagues internes est essentielle pour le cycle des nutriments dans l'océan, garantissant que les eaux riches en nutriments atteignent le littoral et alimentent l'écosystème. Les vagues internes jouent également un rôle essentiel dans le transfert de chaleur autour de la planète. Il s'avère donc que les vagues les plus importantes sont celles qui sont cachées au plus profond. Je devrais vraiment commencer à faire payer ces citations philosophiques un peu ringardes, non? Les ondes planétaires. Lorsque je mentionne les ondes planétaires, vous pourriez penser que je vais aborder cette scène du film de science-fiction épique de Christopher Nolan, Interstellar. Cependant, nous traitons en réalité d'un sujet beaucoup plus proche de nous, puisque nous restons sur Terre. Et je vous préviens, ce concept est encore plus compliqué à appréhender que l'intrigue du film. Néanmoins, je vais faire de mon mieux pour vous aider à comprendre. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Les ondes planétaires sont littéralement des ondes qui déplacent les océans et l'atmosphère autour de la planète. Scientifiquement, elles sont connues sous le nom d'ondes de Rossby. Contrairement aux vagues blanches que vous imaginez peut-être, les ondes de Rossby sont d'énormes mouvements ondulatoires de l'océan et de l'atmosphère qui s'étendent horizontalement sur des centaines de kilomètres à travers la planète. Elles sont si massives qu'elles peuvent modifier les conditions climatiques de la Terre. La durée du trajet d'une onde océanique de Rossby dépend de sa proximité avec l'équateur. Les ondes de Rossby qui se forment près de l'équateur peuvent mettre quelques mois à un an pour traverser l'océan. Quant aux ondes qui se forment plus loin de l'équateur, elles peuvent mettre plus de 10 à 20 ans pour accomplir leur trajet autour de la planète. Vous ne remarquerez pas le passage de ces ondes car elles sont indétectables à l'œil nu et n'ont été découvertes que par les satellites de la NASA qui surveillent la Terre. La raison pour laquelle les ondes de Rossby ne peuvent être observées à l'œil nu, c'est que le mouvement vertical au-dessus de la surface est minime, l'eau ne se déplaçant généralement que de 3,9 pouces. Cependant, c'est parce que toute l'action se déroule en dessous. Le mouvement vertical sur la surface étant 1000 fois plus important qu'au-dessus. Ainsi, alors que l'eau à la surface ne se déplace que de quelques centimètres, en dessous, elle se déplace de 90 mètres. Ouais, c'est une vague impressionnante. Mais elles ne surgissent pas de nulle part. Les ondes de Rossby sont générées par la rotation de notre planète. Lorsque vous vous tenez à l'équateur, vous et le sol sous vos pieds, tournez à l'est à environ 1650 km/h. Plus vous vous rapprochez d'un pôle, plus vous tournez lentement, car la distance à parcourir est moindre. Lorsque notre planète tourne vers l'est, l'inertie prend le dessus, ce qui a un effet particulier sur les fluides.
Imaginez que vous avez un verre d'eau et que vous tournez avec lui. L'eau bouge, non? Mais si vous tournez simplement le verre, il n'y a pratiquement aucun mouvement et l'eau semble statique. Un effet similaire se produit sur tous les fluides sur Terre, ce qui crée une série de vagues océaniques sans fin dans les masses d'eau. Mais plus elles sont proches de l'équateur, plus elles se déplacent rapidement. Bon, c'est une explication vraiment simpliste et je parie que tous les physiciens qui regardent cet article sont en train de protester devant leur écran. Cependant, ce qui est important de savoir ici, c'est que les ondes océaniques de Rossby se forment vers l'ouest, se déplaçant plus rapidement à l'équateur et plus lentement vers les pôles, affectant les climats à travers le monde et provoquant parfois des marées hautes et des inondations côtières. C'est assez incroyable pour une vague plus ancienne que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. Bon, selon vous, quelle est la formation de vague la plus incroyable? Et quelle vague vous semblerait la plus effrayante à traverser à la voile? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.